J'étais obligé de réagir à la fameuse histoire du jeune Jérémy Cohen, juif handicapé, coupable d'être juif en banlieue. Alors, on va aborder plusieurs points dans cette vidéo. Le traitement médiatique initial de cette affaire, le traitement médiatique actuellement de cette affaire, le rôle de l'extrême droite dans la médiatisation de cette affaire, et surtout le climat antisémite qui règne actuellement, parfois en banlieue, mais surtout dans la théorie d'extrême gauche. Ça va swinguer, voilà et bilaï, on est parti, enquête ou analyse, c'est comme vous le sentez. Mais avant tout, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à cette chaîne, hyper important pour le référencement, c'est pas comme si je vous le disais à toutes les vidéos. Et on va parler ensuite de la pétition que j'ai lancée, mais bref, toujours est-il que, accrochez vos ceintures. L'affaire en elle-même. Le 17 février dernier, Jérémy Cohen meurt écrasé bêtement par un tram. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute qui s'informe sur Libération et Le Parisien. En fait, ce qui s'est passé, et ce que le parquet de Bobigny n'a pas retenu dans l'enquête, malgré les remarques des parents de Jérémy, c'est que Jérémy Cohen portait une kippa et qu'il s'était fait tabasser juste avant de se faire écraser bêtement. Donc, l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire est au mieux un oubli de la part du parquet, au pire, une dissimulation de la véritable cause de la mort de Jérémy Cohen. Parce que dans la vidéo, qui était théoriquement connue des services de police s'ils avaient fait leur boulot, on voit Jérémy tenter de fuir ses agresseurs et se faire percuter dans ce contexte par un tram. Ce qui est choquant à ce stade, c'est que la famille de Jérémy Cohen transmet des informations aux enquêteurs rapidement après la mort de Jérémy, notamment en ce qui concerne l'agression gratuite, mais que le parquet dit « on s'en bat les couilles, vraiment on s'en fout ». Ni les médias, ni la justice ne semblent avoir quelque chose à foutre de la cause véritable de la mort de ce Jérémy Cohen. Donc, qu'est-ce que fait la famille à ce moment-là, lorsque l'État, en la personne du parquet, et les médias refusent d'aller plus loin dans l'enquête? Elle se tourne naturellement vers des médias communautaires. Et quelque part, c'est un autre drame dans le drame, c'est la communautarisation des affaires dites sensibles, puisqu'elle va sur le plateau de Radio Shalom, au micro de Bernard Abouaf, qui donne la parole à la famille, et elle explique, en fait, les véritables causes de la mort de Jérémy. Tout ça, c'est raconté, je vous mettrai l'article, c'est raconté par Sarah Catan, du collectif des Vigilants. Alors, plusieurs choses à ce stade. Premier élément, les médias ne font pas leur travail. Et c'est très important de retenir que, comme l'a affirmé le père de la victime, mardi 4 avril, hier, c'est pas les médias qui ont médiatisé cette affaire, mais c'est au contraire les médias, ces mêmes médias qui ont tenté de mettre cette affaire sous le tapis. En d'autres termes, sans l'activisme d'Éric Zemmour et du site F2 Souche, il n'y aurait jamais eu d'affaire Jérémy Cohen. Et par ailleurs, c'est pas de la récupération ce que fait Éric Zemmour, c'est juste, ça fait 20 ans qu'il dit que les juifs sont dans une situation très compliquée dans les banlieues. Un juif meurt dans les banlieues, il dit « Regardez, je vous l'avais dit, c'est pas de la récupération ». Enfin bref, on y reviendra plus tard sur le terme de récupération. Je vais vous expliquer. Concernant la vidéo, moi, je voulais pas. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, au départ, à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation un peu difficile. Vous voyez, un peu difficile. Où on s'est retrouvé dans le vide au niveau juridique et enquête. Et donc, moi, j'ai demandé l'aide à ceux qui pouvaient m'aider. Donc, j'ai demandé effectivement à Éric Zemmour s'il pouvait nous aider dans le cadre de l'enquête pour faire quelque chose. Et il a essayé de nous aider dans une période. À un moment donné, je lui ai demandé pour voir s'il peut faire quelque chose pour notre fils et pour pas que l'enquête soit fermée ou étouffée. Et il a bien voulu le faire et de ça, je l'en remercie par contre. Et là, vous allez me dire, Georges, pourquoi les médias n'ont pas parlé de cette affaire? Eh bien parce que les médias, tout comme la gauche de Mélenchon, on va le voir très rapidement, sont face à un dilemme. D'un côté, parler de l'antisémitisme dans les banlieues, mais plus généralement de la violence, de l'insécurité et de l'ensauvagement dans les banlieues, ce serait, je cite, faire le jeu de l'extrême droite. Et de l'autre, ne pas en parler, c'est trahir la fonction même du journalisme et du politique, à savoir
transmettre et traduire un ressenti et une information. Média, ça vient du latin medium, ça signifie l'intermédiaire. Quand un média refuse de transmettre une information, le média s'oppose à ce qu'il est même de base, à savoir un transmetteur. Et donc, les critiques qu'on peut lui faire sont parfaitement légitimes. En l'occurrence, spoiler alerte, quand la famille de Jérémy Cohen a expliqué et aux médias et au pouvoir public que Jérémy n'était pas tombé sous le tram comme tout le monde l'avait expliqué, les médias étaient en mode de... J'ai pas entendu, non, ça m'intéresse pas. Non, hop là, on m'appelle. Tu sais, en 1943, les mêmes médias auraient été en mode une disparition inquiétante d'une partie des Juifs en Europe, mais pas de conclusion hâtive, ne donnons pas à l'extrême droite des arguments. Et Mélenchon aurait fait un hologramme, vous verrez, il y aura des attentats pour discréditer les nazis en France, c'est écrit, je le sais. Bref, et là je ferai une petite aparté sur le concept que j'ai beaucoup vu sur Twitter, le concept de récupération politique. Parce que la gauche et les médias ont expliqué que c'était légitime de ne pas parler de cet événement pour éviter la récupération politique. Bon, déjà, on a envie de leur dire, quand vous récupérez la mort d'Adama Traoré, la mort de George Floyd ou la contestation sociale des Gilets jaunes, la récupération politique, c'est pas trop un problème pour vous. Mais si la seule manière de lutter que vous avez contre l'extrême droite, c'est dissimuler les faits qui donnent raison à cette même extrême droite, quelque part, l'extrême droite a raison, non? Bref. La famille Cohen a fait le travail de la police en enquêtant soi-même sur le meurtre de leur fils, et le site F de Souche a fait le boulot des médias en relayant l'affaire. Et c'est à mon avis un marqueur de l'état et de l'indépendance des médias et de l'opinion publique en France. Ça me fait penser à la polémique qu'il y avait eu en 2002 à l'occasion de la sortie du livre de Georges Bensoussan, qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Les médias expliquaient « Non, mais il faut pas faire de vagues, il faut pas jeter de l'huile sur le feu ». Bref, la situation des Juifs dans les banlieues pue la merde, mais si t'en parles, quelque part t'es coupable. Non, mais si, t'es vraiment coupable. Cherche pas la cohérence, il y en a pas. Et un peu comme pour l'affaire Sarah Halimi ou Mireille Knoll, on dissimule le caractère violent et antisémite de l'affaire pour protéger des minorités antisémites dans les banlieues. Et on peut dire que des institutions juives pourraient aider la famille de Jérémy Cohen à médiatiser ce scandale, mais c'est la proximité de l'Union des étudiants juifs de France avec l'indigénisme et l'antiracisme qui empêche toute critique du vivre ensemble. Plus grave encore, le virage dans les années 2010 de l'UEJF, donc l'Union des étudiants juifs de France, qui se tourne vers des groupes carrément revendiqués comme antisémites et fait perdre toute confiance dans cette organisation. L'Union des étudiants juifs de France se dit que ceux qui menacent les juifs en France, c'est Éric Zemmour. Ou alors elle vit pas dans la même France que moi, ou alors elle tente de se faire un nom dans la grande famille des antiracistes en attaquant Éric Zemmour ou les deux. Toujours est-il que malgré ces 2,5 millions de subventions publiques entre 2010 et 2018, l'UEJF ne sert strictement à rien pour combattre le vrai antisémitisme dans ce pays, puisqu'elle va jusqu'à soutenir des mouvements bien louches comme le comité Adama Traoré, pas réputé pour être très juif-friendly. On se rappelle qu'il y avait eu des salles juives qui étaient sorties des manifestations. Et malgré des élections ouvertement truquées, l'UEJF continue d'avoir des subventions publiques. Et cerise sur le whooper, Samuel Lejoyeux, qui est à la tête de l'UEJF, a commencé sa présidence en attaquant illégalement le QG de campagne d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui fait lui aussi l'objet d'attaques antisémites depuis très longtemps, que ce soit par des tramways, ou par la gauche bien pensante, ce même Éric Zemmour, qui fut le seul, avec F de Souche, à médiatiser une affaire qui ressemble fortement à un crime antisémite. Parenthèse fermée pour ses collabos de l'UEJF. Mais le plus grave dans cette affaire, c'est que pour qu'il y ait une médiatisation, il a fallu passer outre l'État. Parce que des médias qui se taisent dans cette affaire, bon, on pourra toujours se dire qu'ils sont à la solde de leurs actionnaires, qu'ils ont une idéologie et compagnie, mais l'État, c'est beaucoup plus grave. La famille Cohen a cherché, on le sait, à informer la police et le parquet du caractère volontaire et carrément antisémite du meurtre, et le parquet a dit non.
c'est pas possible de dire ça. Et c'est à ce moment-là que la famille contacte Éric Zemmour. Donc, ça nous apprend deux choses. La première, c'est que l'État et la justice savent ce qu'il se passe pour les juifs en banlieue. Bah ouais, parce que si les médias et l'État ont peur de médiatiser une affaire d'antisémitisme dans les banlieues, c'est que ce même État et ces mêmes médias savent pertinemment ce qui se passe dans les banlieues. Et la seconde, c'est que la justice choisit consciemment de taire un meurtre au profit des agresseurs. Et ça remet en cause le traitement égal de chaque individu en France, qui est une valeur, je le rappelle, constitutionnelle. Ce qui est assez drôle, c'est de remarquer la pénétration de cet idéal gauchiste dans la bouche de l'avocat lui-même, Franck Serfati, qui explique, ça c'est dingue, la séquence est dingue, je vous la mets, la séquence est dingue, mais il explique, alors que son client n'a pas eu d'autre choix que d'appeler Zemmour lui-même pour qu'on fasse la lumière sur le meurtre de son fils, il explique, ouais mais attends, on n'est pas dans une stratégie de stigmatisation, on est contre la récupération, ou je sais pas quoi. Je n'ai rien contre Monsieur Zemmour, parce que je sais que cette tentative de récupération ne vient pas que de lui. La plupart des candidats à l'élection présidentielle, puisque nous sommes à l'orée d'une échéance dans quelques jours, ont tenté de récupérer cette affaire. Mais mon petit Serfati, sans récupération, il n'y aurait pas eu d'affaire. Je vous mets d'ailleurs l'extrait de la chroniqueuse Charlotte Dornelas à ce sujet. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit oui, mais la récupération sur les réseaux sociaux. On a en effet Radio Shalom qui a interviewé très rapidement la famille. Et derrière, sur les réseaux sociaux, qui fait monter le sujet, qui le fait? Le site F2 Souche. Alors on peut leur cracher dessus toute la journée si on veut. C'est eux qui font advenir la chose. C'est Éric Zemmour qui en parle. Alors la récupération, elle est beaucoup plus dans le silence des autres que dans le fait d'apporter ce sujet dans le débat. Et dans tout ça, dans cet antisémitisme dans les banlieues, eh bah, il y a ce que Emmanuel Todd appelle l'appui théorique de l'antisémitisme. Et cet appui théorique, eh bah, c'est l'extrême gauche qui le donne en la personne de Erd Schulz, Jean-Rachid Mélenchon. Avant de parler de Jean-Luc Mélenchon, je tiens à rappeler qu'en cette période électorale, je ne monétiserai pas mes vidéos. En revanche, j'ai sorti 2 vidéos sur 2 scandales qui éclaboussent la Macronie. Je vous mets les liens dans la description. Et très très important, j'ai aussi lancé une pétition pour demander des explications claires et nettes sur ces 2 affaires, donc Rothschild et le scandale McKinsey. Je vous demande d'aller signer la pétition. Genre vraiment, ça remercierait le travail que je fais sur la chaîne et ça vous coûte pas grand chose. On est déjà à 4000 signatures. Dès lors qu'on atteint les 10 000, je vais, moi, devant l'Elysée pour demander des comptes au gouvernement. Je vous fais confiance, je vous mets le lien dans la description et nous, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et pourquoi Mélenchon est gêné avec cette affaire? Eh bah, Mélenchon, à l'instar de toute la gauche, est gêné avec cette affaire pour plusieurs raisons. Déjà, petit rappel historique sur l'antisémitisme en France. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur l'antisémitisme, mais dans les grandes dates de l'antisémitisme, la première, ça reste l'affaire Dreyfus. Et c'est un symptôme d'un antisémitisme qu'on pourrait qualifier de culturel, selon l'historien Henri Guillemin. Pourquoi culturel? Parce qu'il allie d'un côté un antisémitisme dit de droite et d'extrême droite, lié au judaïsme en tant que tel, accusé d'avoir tué le Christ, de trahir la France, d'être, je cite les journaux de l'époque, la patrie des apatrides, mais aussi un autre antisémitisme moins connu, qui est un antisémitisme de gauche, où la figure du juif est liée à celle du bourgeois exploitant. Et selon Jean-François Revel, l'antisémitisme de gauche naît avec l'ouvrage La question juive de Karl Marx, où les fantasmes sur les juifs deviennent une espèce de norme à gauche. Et on rappelle, mais énormément de collabos de 1940 seront issus du Parti communiste, qui est lié à Hitler par le pacte germano-soviétique, et surtout du milieu syndical, à l'instar de Jacques Doriot et Marcel Déat, élus de gauche à la SFIO et antisémites notoires. Bref, ceci étant posé, l'affaire Jérémy Cohen met Mélenchon à mal, parce que Mélenchon est justement le fruit d'un antisémitisme de gauche, comme on va le voir, et du nouvel antisémitisme en France, à savoir celui des tramways. Oui, parce qu'on avait un antisémitisme de droite, de gauche, et maintenant, c'est un antisémitisme des banlieues, donc on va appeler ça l'antisémitisme des tramways, qui est un mélange d'antisémitisme, d'antisionisme un peu absurde, et de jalouserie quant à la réussite fantasmée des juifs en France. Et Mélenchon, quand il s'est rendu compte qu'il y avait un coup à jouer avec tous les tramways en banlieue sur l'antisémitisme, bah, il s'est vautré dedans, comme on va le voir. Le 24 août 2014, à l'université d'été de Grenoble, du parti de gauche à Grenoble, il parlait des juifs comme une communauté agressive qui fait la leçon au reste du pays,
Pareil en décembre 2019, son Porto Rico, Corbyn perd les élections et Mélenchon, et je vous jure que c'est pas une blague, Mélenchon estime que les responsables c'est le CRIF, le grand rabbin d'Angleterre et divers réseaux d'influence du Likoud. Donc on est vraiment, c'est du complotisme qu'on peut retrouver en banlieue aussi. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un antisémitisme marqué à droite et lié au Christ. Et ben Mélenchon, il le prend aussi celui-là puisqu'il déclare le 15 juillet 2020 que le Christ avait été mis sur la croix par ses propres compatriotes. Ce qui est un mythe. Mythe, hein. C'est pas vrai, c'est historiquement pas vrai. C'est un mythe religieux. Et en plus, venant de la part d'un anti-chrétien notoire comme Mélenchon, on se dit que le mec veut vraiment créer un nouveau front anti-juif en France. Les antisémites de gauche, de droite et les tramways antisémites. Quand Mélenchon parle d'Éric Zemmour, il explique, je vous mettrai tous les extraits, mais il explique que Zemmour reproduirait énormément de traditions de culture hébraïque, à savoir le refus de la créolisation, le respect des traditions, l'importance de la culture. Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de scénarios culturels. On change rien à la tradition, on bouge pas à la créolisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Donc il y a ça, ses mérites, hein, et ça lui a permis de survivre dans l'histoire. Donc moi, je crois pas qu'il soit antisémite. Donc là, on se dit, t'es vraiment très con en fait, Jean-Luc. Genre les pays où on refuse de se faire remplacer et où on accorde de l'importance à la culture, c'est des pays juifs. La Hongrie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, tout ça c'est que des pays juifs, on est d'accord. Bref, sur ce point-là, il sera même rappelé à l'ordre par le très moustachu Edoui Plenel, qui lui-même avait apporté son soutien à des terroristes musulmans qui avaient tué des juifs, et c'était le groupe Septembre Noir. Bref, et là c'est très important, le 7 juin 2021, il fait un sketch complotiste sur France Inter en expliquant « Vous verrez, bientôt, il y aura un attentat pour pointer du doigt les musulmans. » Bien sûr, on les a vus à l'œuvre. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, d'un mot, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été, ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà, c'est bateau tout ça. Là, selon moi, c'est un tournant dans la rhétorique complotiste et antisémite de Mélenchon. Il adhère à la thèse complotiste des attentats stigmatisant les musulmans, thèse éminemment défendue par, je le rappelle, Daesh et d'autres intellectuels. Cette thèse t'explique que dans un attentat, les vraies victimes, c'est pas ceux qui sont morts, c'est pas la famille de ceux qui sont morts, c'est pas les Français qui vivent dans la peur de se faire tuer dans un attentat, mais c'est les musulmans qu'on stigmatiserait potentiellement. Et toujours soucieux de coller à son électorat de banlieue, il les flatte en les déresponsabilisant sur les attentats. Quelque part, il y a un attentat, mais c'est pas de votre faute, c'est la faute de ceux qui les organisent, donc les juifs. Tout ça pour vous stigmatiser. Donc ça crée en plus une rancœur des musulmans contre les juifs. Bref, c'est un discours qui est particulièrement dangereux. Et pareil pour le gros tonneau Garrido, qui explique que si Blanquer avait mal parlé des juifs, il ne serait plus ministre. Traduction, les juifs sont intouchables, ils ont infiltré les hautes sphères de l'État, ils sont puissants. Vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas, je vous le dis, qui a eu des propos vraiment intolérables contre le CRIF, et Jean-Luc Mélenchon et vous là maintenant, j'ai envie de vous mettre dans le critiquer le CRIF, ce n'est pas critiquer les juifs, et il faut que ce soit très clair, parce que les juifs de France ce que vous avez fait, Raquel Garrido, assimilés au CRIF. Non, ce que vous avez fait là, vous n'avez pas critiqué le CRIF là, vous avez dit, s'il avait été juif, il aurait été s'il était juif, il aurait été viré du gouvernement. C'est la dérive antisémite de l'islamo-gauchisme que vous représentez, parce que vous avez un électorat protégé. C'est bon, Raquel, ne vous enfoncez pas. Je vous le dis, votre petite phrase à Laurence Saillé, elle est inadmissible. Voilà, j'aimerais attendre Karim Zeribi qu'on a. Non, mais c'est votre opinion, mais elle est inadmissible. Vous avez une tolérance vis-à-vis de l'islamophobie qui est beaucoup plus forte que pour les autres formes de racisme. Je suis désolée. S'il vous plaît, Raquel, je vous dis la vérité. Ce que vous dites là, je vous dis, c'est de l'antisémitisme. Je suis désolé. Non, il y a. Non, mais si on commence à traiter les gens d'antisémites, non, mais alors ça, c'est un problème.
Ce qui est exactement le discours de l'antisémitisme de gauche sur le juif bourgeois qui détient le capital médiatique, financier, culturel et qui exploite le prolétaire français. Donc quand on s'étonne que la gauche soit antisémite, en fait elle reproduit une tradition bien ancrée d'un antisémitisme qui est maintenant allié à un antisémitisme des banlieues. Et on comprend très vite que Mélenchon s'est fait dépasser par les indigénistes anti-français et antisémites. Quand on écoute Ouria Boutelja en novembre 2021, alors déjà Ouria Boutelja, antisémite notoire, qui explique, et tenez-vous bien, que Mélenchon est un butin de guerre. Donc, waouh, butin de guerre. Mais j'ai été peut-être un peu trop négatif tout à l'heure parce que dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus. Il y a un butin de guerre. Qui a fait un choix avec tous les défauts qu'on lui connaît quand même. Non mais d'accord, mais on revient de loin, mon ami. Bien. On revient quand même de loin. C'était quand même un espèce de laïcard de dingue, je veux dire. Donc là, on se rend compte que la stratégie de Mélenchon qui visait à se rapprocher de la mouvance indigéniste l'a forcé à être conciliant avec l'antisémitisme de ces mouvements, quitte à renouer avec une tradition antisémite de gauche et quitte à être antisémite lui-même. Alors bien sûr avec un vernis vaguement moral sur le thème de l'antisionisme, même si c'est souvent une blague où on instrumentalise la détresse des Palestiniens sans connaître la situation géopolitique du pays et les tenants et les aboutissants. À l'instar notamment de David Guiraud, je vous mettrai un tweet où il illustre parfaitement cet antisionisme débile. Et ça, sans parler de l'antisémitisme compensatoire qui consiste à dire on peut frapper des juifs en France. Regardez ce que les juifs font aux musulmans en Israël. Sauf que à ce petit jeu-là, les musulmans, vous avez du souci à se faire. Parce que si on commence à prendre en compte le sort des chrétiens et des juifs en Égypte, en Iran, au Soudan, au Nigeria, en Algérie, en Jordanie, en Palestine, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Azerbaïdjan, en Turquie, au Liban et au Pakistan, on va pas commencer à compter les points, hein. Et vous avez clairement un avantage. Moi je dis ça, je dis rien. Alors, bien sûr, hors Jean-Luc Mélenchon et les cadres de la France insoumise, la gauche a abandonné les relents antisémites, même si les condamnations manquent un peu de clarté, parce qu'on condamne l'antisémitisme en France, voire on fait le rapprochement avec l'antisémitisme historique. Or, ce nouvel antisémitisme qui sévit et qui touche les juifs en France n'a rien à voir avec les théories antisémites formulées par des penseurs radicaux comme Maurras ou Gobineau par exemple, qui était une tradition plus historique. Là, on a affaire à un nouvel antisémitisme que personne n'arrive à nommer. Et on a envie de leur dire, ok, mais dites les termes. Dis les termes qui agressent les juifs en France aujourd'hui. Oh mais dis les termes. Tu crois que c'est tu enjolives les choses là. Donc la mort de Jérémy Cohen est révélatrice de la violence en France, puisque un homme meurt frappé par 15 ou 20 personnes sans aucune raison en banlieue, mais aussi de l'antisémitisme dans les banlieues en France, antisémitisme connu mais dissimulé par les médias et l'État de peur de faire augmenter l'extrême droite et de se décrédibiliser à tout jamais aux yeux des Français. Et surtout, l'antisémitisme en France est désormais théorisé ou excusé par l'extrême gauche en la personne de Jean-Luc Mélenchon, qui a beaucoup de mal avec ce genre d'affaires, puisqu'il en est, selon moi, à l'origine par pur électoralisme. Un électoralisme qui est d'ailleurs partagé par le député du département dans lequel est mort Jérémy Cohen, Jean-Christophe Lagarde, soutien de Pécresse, il faut le rappeler, qui n'a, à l'heure où je parle, toujours pas encore réagi sur son compte Twitter. Peut-être que c'est lié à sa carrière qui est une vaste escroquerie clientéliste avec le salafisme, comme l'a rappelé le livre Le maire et les barbares d'Eva Zvetzel. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, un peu pêle-mêle, mais bon, j'ai essayé de résumer un peu ma pensée sur le sujet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Et moi, je vous dis à demain pour la revue d'Actualité Time.